Vous nous regardez à partir de Kinshasa, capitale bouillonnante de la République démocratique du Congo. Et à travers cette capsule que Antenne A vous propose, nous allons revenir sur le méandre touristique en République démocratique du Congo. Alors ce soir, pour la énième fois, nous recevons John Katumba, qui est tour opérateur. Il va nous expliquer de quoi il en est réellement question, parce que c'est un concept qui semble nouveau aux oreilles de Congolais. Bonsoir et bienvenue pour la énième fois, John Katumba. Bonsoir et merci de m'accueillir. John Katumba, nous allons commencer chapeau dans le roue. Hier, on a reçu, quand je dis on, c'est la République démocratique du Congo qui a reçu à travers le chef de l'État un émissaire du président ghanéen afin que la République démocratique du Congo puisse voter, jeter son dévolu sur ce candidat ghanéen qui puisse gérer le secrétariat général de l'ONU Tourisme. Alors, dans quel angle de vue, vous, personnellement, en tant que technicien en la matière, vous avez reçu cette démarche menée par une autorité ghanéenne en République démocratique du Congo? Bon, le chef de l'État ghanéen, en envoyant cet émissaire pour demander à notre chef de l'État de soutenir un de ses concitoyens, un de ses compatriotes à la tête de l'ONU Tourisme. Dans l'ONU Tourisme, c'est l'OMT qui a changé juste de nom. L'Organisation mondiale du tourisme qui a changé de nom, qui est devenu l'ONU Tourisme, afin que les Ghanéens deviennent des secrétaires généraux de cette institution internationale. Cette action-là, cet esprit-là de demander à son collègue congolais son appui pour le soutien de son candidat prouve à quel point le président ghanéen porte le tourisme. Alors, pour nous qui sommes experts dans le secteur du tourisme, c'est une partie des électrochocs pour réveiller un peu notre chef de l'État. En fait, à cette question-là, quand vous voyez un émissaire qui vient vous dire « Mais monsieur, aidez-nous à devenir CG à l'ONU Tourisme », ça peut aussi vous réveiller pour vous dire « Mais mon secteur du tourisme est où ?» Voilà, pour moi, j'ai pris ça dans le cadre d'un électrochoc qui peut réveiller les chefs de l'État parce que nous, notre pays, est complètement perdu dans le secteur du tourisme. On ne se retrouve nulle part. On ne fait rien de notre tourisme, on ne reçoit pas de touristes. Enfin, Félix Tshisekedi, du jour d'aujourd'hui, ça fait deuxième mandat, 6 ans au pouvoir, mais on n'a pas réussi un seul touriste qui est venu vivre, un touriste qui est venu vivre 10 jours en RDC grâce aux efforts de son gouvernement, grâce aux efforts de son programme, grâce aux efforts d'un de ses conseillers en matière de tourisme, grâce aux efforts d'un de ses ministres, grâce aux efforts de l'Office national du tourisme. Un touriste est venu à Kinshasa ou à Luano, on n'a pas réussi. Nous avons complètement oublié notre secteur. Alors les autres nous montrent maintenant que voici, nous vivons du tourisme. Les Ghana vivent du tourisme. Les Ghana ont développé le tourisme de l'esclavage, où il ressort au jour d'aujourd'hui énormément des Américains, des Noirs américains qui retournent. Parce que les Noirs américains cherchent maintenant leur souche, ils vont faire leur test ADN. Tout à fait. Et puis ils savent exactement où est notre lieu où on a embarqué nos aïeux. Maître Jean a dit qu'il est du Congo, de la RDC. Parce qu'il y a maintenant moyen avec la technique de voir où est votre origine exacte. Vous êtes Noir américain, comme on les massacre aux États-Unis, on ne les supporte pas, la ségrégation raciale elle est toujours là. Il y a des tensions pour le retour aux terres natales. Alors, le Ghana a tellement développé ça, il a mis tout un projet sur ça, où les touristes vont voir les chemins des esclaves. Et aussi, d'autres retournent carrément, achètent des terres et vivent là-bas. Et le Ghana, il reçoit au jour d'aujourd'hui, estimé à 7 millions de touristes. Donc, ce n'est pas rien. C'est pas rien. En fait c'est maintenant, ils veulent maintenant monter à la gestion internationale. Parce que là, ils vont maintenant faire quoi? Parce que l'ONU Tourisme a la mission de protéger les emplois dans le tourisme, protéger l'éducation dans le tourisme, protéger les normes internationales et aussi financer des pays dans le secteur du tourisme. Donc, lui-même, déjà, le Ghana a déjà un dossier où il demande au FMI plus de 10 milliards de dollars pour financer son secteur du tourisme. Alors, donc, si je vous suis, ça veut dire que le Ghana s'inscrit dans la logique de l'île de Gorée au Sénégal, là où on monte la trajectoire prise par les esclaves. Si, mais le chemin des esclaves, la route des soies, c'est le plus grand projet du tourisme, parce que tout le monde veut savoir, ils étaient passés par où, ils viennent par où. Nous aussi, les esclaves sont passés chez nous. Nous avons des chemins d'esclaves, les chemins d'esclaves qui prennent Kinshasa ici jusqu'à Mwanda, et les chemins d'esclaves qui parcourent le nord Kivu jusqu'à Kindu, où les esclaves vraiment étaient déportés
Vous comprenez? Pour aller du côté de la Tanzanie. Pour aller du côté de l'Atlantique et partir. Nous avons nos ancêtres qui ont été pris de force, qui sont partis. Alors maintenant, en arrivant là-bas, ils font des tests pour retourner. C'est-à-dire, c'est un projet international. C'est un projet où il y a des financements à l'international disponibles. Même au niveau de l'UNESCO, qui porte aussi ces projets-là, pour la connaissance internationale, pour la reconnaissance de l'esclavagisme. Donc l'argent est disponible. Mais il faut maintenant porter des projets. Il faut mettre des experts qui portent des projets. Alors que le Ghana maintenant dit, ok, d'abord, je vais chercher d'abord à prendre la tête de l'ONU Tourisme pour mener mon projet à bon escient. La RDC peut aussi en profiter, le chef d'État peut lui dire, d'accord, ben moi je vais vous donner la voix, comme le chef d'État a accepté, de donner son soutien, mais aussi, il y a une contrepartie. Au retour, ben soutenir aussi la RDC pour que le secteur du tourisme congolais puisse aussi être financé par le FMI. Parce que la Jordanie est financée par le FMI, son secteur du tourisme, la Gaberone et beaucoup d'autres pays en Afrique, même le Sénégal, ils perçoivent de l'argent pour promouvoir leur secteur du tourisme. Des pays comme le Brésil, l'ONU Tourisme est derrière des projets. C'est le tourisme qui prend les projets, qui planifie les financements, donne au FMI, le FMI agit en termes de financement et ça crée le développement, ça crée l'emploi. Alors, lorsque j'ai essayé de lire un peu ces communiqués de la présidence et qui revient sur l'arrivée de cet émissaire de président ghanéen, quelque part, on dit que c'est une voie portée par l'Union africaine. C'est-à-dire, le lobby ghanéen a eu à convaincre l'Union africaine afin d'accepter son choix. Si, mais vous comprenez que c'est un dada diplomatique, hein? C'est normal, c'est un dada diplomatique. Même vous, si vous êtes candidat quelque part, vous cherchez les potentiels électeurs. Ceux qui vont voter, vous devez les convaincre. Ça, ce sont des démarches logiques. Donc, l'ONU, l'Afrique n'a pas envoyé des candidats là-bas. Parce que les Ghanéens ont convaincu que l'autre candidat a un cursus. C'est un expert du secteur du tourisme. Ce n'est pas un politicien, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il a son CV, qui maîtrise le secteur du tourisme et l'Afrique l'a accepté. Et l'Afrique a envoyé un seul candidat, pas deux. Du coup, il fallait que lors des votes à l'international, que les pays africains ne puissent pas montrer qu'ils étaient contre ou voilà, il fallait une unicité. Avant de passer à autre chose, je voudrais d'abord que vous puissiez nous dire quelles sont les démarches à entreprendre pour arriver à convaincre la région. C'est-à-dire, en interne, qu'est-ce qu'il faut faire, la région, et puis arriver au niveau international. C'est la question d'homme. La question d'homme, il faut faire un curricula. Il faut un cursus. Vous ne pouvez pas vous présenter comme candidat. Vous avez vu le chef d'État ici, il a choisi Matungulu, qu'il a envoyé un Congolais qui a fait un cursus. Oui. Il a envoyé, je prends juste cet exemple-là, il a envoyé comme un numéro 1 de la Banque africaine de développement. Et puis il a été accepté. Pourquoi? Parce qu'il a fait des études dans son secteur, dans le secteur des financements. Dans le tourisme, c'est la même chose. Il y a des universités du tourisme, il y a les parcours. Tu peux devenir un secrétaire général chez toi, tu peux être peut-être, soit même dans les privés aussi, parce qu'il y a des agences privées affiliées à l'ONU Tourisme, tu vas faire les parcours, parce que tu dois avoir une compréhension. Beaucoup de gens pensent que le tourisme, c'est une culture. Non, c'est une science. Okay. L'économie du tourisme est une science. Il existe des universités du tourisme qui vous enseignent énormément de matières liées au voyage, au tour opérateur, et il faut un cursus. Si le cursus ne convainc pas, on ne peut pas vous envoyer. C'est difficile. Il ne faut pas concevoir des choses comme nous on conçoit les choses. Chancelier Pamba, tu te réveilles le matin, tu es ministre de l'Environnement. Tu te réveilles un soir, tu es conseiller du chef d'État en charge de matière. Non. Le cursus, c'est la vie. Parce que la méritocratie apporte les résultats. Est-ce que peut-on faire du tourisme son modèle économique? Il y a des pays qui ont fait ça. Il y a des pays qui ont fait du tourisme leur modèle économique. Par exemple? Je prends les pays du soleil levant, je prends le Maghreb. L'Égypte prend l'argent de son pays. Parce qu'il a compris que les pyramides, c'est une attraction touristique énorme qui peut faire arriver au Brésil 16 millions d'arrivées. 16 millions des humains viennent chaque année pour visiter les pyramides. C'est une chance que Dieu a fait et les Égyptos, les anciens,
avait cette génie-là de monter ces immenses bâtisses avec des précisions mathématiques incroyables. Et ça se retrouve aussi son territoire. Quand ça se retrouve aussi son territoire, c'est son environnement. Il a fait la mise en valeur. D'abord la protection, les emplois autour de la protection. Maintenant, ils prennent l'argent du pays, des contribuables égyptiens, ils font la promotion pour avoir des arrivées des touristes. Quand les touristes reviennent chaque jour, ils sont dans leurs hôtels. Ce qui fait que toute personne qui investit en Égypte dans l'hôtellerie ou dans l'immobilier aura des gens qui vont dormir parce que chaque 5 minutes, un avion descend en Égypte, au Caire, avec des touristes. Et les touristes en logeant, ils vont manger. Pour manger, ils vont aller chercher qui? Je prends le cas de la chaîne même de Matungulu ou des oignons. C'est-à-dire la maman qui vend les oignons sera sollicitée, peut me faire une société des oignons. Parce que chaque matin, les besoins étaient énormes. Des légumes, des pains, ainsi de suite. Donc la restauration. Les viandes, la chaîne des poissons. Vous comprenez comment l'argent circule? Parce qu'ils doivent manger chaque jour. Et puis ils doivent payer les transports pour se déplacer. Donc, les opérateurs comme les bailleurs des véhicules, ceux qui font louer des véhicules, seront chargés jour et nuit. Les carburants. Parce que les véhicules fonctionnent avec des carburants. Tout à fait. Et puis, à la suite de ça, il y a maintenant les droits d'entrer dans les sites. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'immersion. L'immersion, c'est quoi? C'est quand vous avez un visiteur. Parce que ceux qui voyagent souvent sont des personnes studieuses. La majorité des gens qui voyagent sont des gens qui sont déjà arrivés, qui ont étudié, qui partent à la recherche d'autres savoirs. Et quand ils arrivent dans vos villages, dans vos villes, ils déposent leur savoir-faire dans énormément de projets. Ce qu'on appelle le tourisme, c'est l'immersion humaine. Okay. Le partage des bonnes pratiques. Vous avez vu, il peut y avoir un groupe des agriculteurs allemands qui vont peut-être en Égypte pour partager les bonnes pratiques dans l'agriculture. Et ça développe. Vous comprenez? Et le tourisme reste la seule arme de développement aujourd'hui pour les pays comme l'Égypte. Je prends le Maghreb, je descends maintenant en Afrique. La même chose, le Kenya le fait. La même chose, le Ghana le fait. Même le Congo-Brazzaville aussi a déjà commencé. Le Rwanda, aujourd'hui c'est un pays ennemi, je ne vais pas le prendre comme un exemple. L'Ouganda, la Tanzanie, tous les pays en Afrique développent ces modèles, sauf mon pays et ton pays, la RDC. Qu'est-ce qui fait alors qu'il y ait un plomb dans l'aile du développement de ces secteurs qui se retrouvent finalement au carrefour de tous les secteurs de la vie? Les blocages, c'est lié plus à l'ignorance. On est un pays qui n'a pas encore défini le modèle économique d'abord. Pose-toi la question, la RDC vit de quoi? Tu t'es déjà posé cette question? La RDC vit exactement de quoi? Est-ce des mines? Est-ce des taxes? Est-ce de l'agriculture? Est-ce de l'environnement? Est-ce du tourisme? On vit de quoi exactement? On n'a pas encore défini exactement notre modèle économique. On est dans les fourre-tout. On est dans la bataille, carré minier, les politiciens Zuyaye, Saliboye. Et c'est ça. Ça demande à ce que nous, les Congolais, nous puissions nous asseoir, l'élite, une équipe, définir. Nous avons même les cadres de réflexion qui nous sont offerts par les Nations Unies, qu'on appelle l'objectif, les ODD, Objectif de développement durable. Tous les pays travaillent sur ces documents-là. Au jour d'aujourd'hui, l'ONU s'arrête à l'horizon 2030. On est déjà en 2025, mais le document a la valeur jusqu'en 2030. Mais avant qu'on arrive en 2026, l'ONU déjà et les experts internationaux travaillent sur l'objectif 2040-2050, qui sera le monde. Nous devons aussi nous asseoir. Au niveau de l'intelligence directionnelle du pays, la présidence, les ministères du plan, on dit, bon voilà, notre modèle économique en 2023 sera par exemple le tourisme comme l'Égypte le fait. Nous parlons du tourisme. Nous pouvons même copier-coller seulement ce que fait le Maroc. Nous pouvons copier-coller ce que fait l'Afrique du Sud. On n'a pas même besoin d'aller aux universités et étudier ça. Non, on peut créer une collaboration bilatérale. Même les ministères ghanéens qui est venu,
On peut lui dire, bon, revenez avec vos experts du tourisme, montrez-nous comment vous faites chez vous. On fait une symbiose, une formation d'une semaine, 2 semaines. Nous aussi, on commence. On tropicalise notre... Voilà, on peut le faire. Mobutu a dit dans un discours, après avoir maté les moulélés, je me tourne vers un secteur qui a porté ailleurs, je cite, le tourisme. Il a pris l'argent du pays, il a construit les hôtels que vous voyez là, grand hôtel aujourd'hui, là où il y a qu'un pesquier, c'est Mobutu qui l'a construit. Il a fait des bateaux, il a fait des caravia hôtels, c'est-à-dire il avait fait déjà un départ, il avait un modèle, et puis on recevait les touristes le temps de Mobutu. C'est juste après l'arrivée des musées, quand les traitements des ballons ont commencé, que nous sommes perdus. Mais on est perdus aussi parce qu'on ne veut pas seulement travailler. Est-ce que vous savez que l'Ukraine en guerre a réussi en 2024 plus de 2 400 000 touristes. Touristes, j'ai dit. Alors Kremlin, la Russie, qui aujourd'hui n'est même plus membre de l'ONU Tourisme. Il a été sanctionné, on l'a enlevé dans l'ONU Tourisme, mais il a reçu plus de 8 millions de touristes. Mais c'est parce que ces gens-là savent l'importance du secteur et la promotion, la qualité de la vente du pays. Comment est-ce qu'ils présentent leur pays à l'international? Nous, on n'a pas encore réfléchi sur ça. On est perdu, le pays est noyé. On est complètement noyé, on est au carrefour, on ne sait pas comment on va dans ce secteur. On est perdu, complètement perdu. Même les modèles dont on parle ici, le modèle climat, les modèles environnement, pour vivre de notre environnement, notre modèle économique, les banques vertes, beaucoup de pays ne vivent que de ça. Le Brésil, énormément de choses. Donc, tant qu'on n'a pas réfléchi sur ça, dans nos objectifs de développement durable, ça ne sera jamais notre modèle économique. On sera toujours perdu. L'Afrique du Sud a des magazines économiques où il dit l'Afrique du Sud cette année a vécu 2 mines de l'agriculture du tourisme. L'argent que le pays a gagné, c'est venu dans 3 secteurs. L'Ouganda te dit on vit de l'agriculture et du tourisme. Le Kenya te dit nous vivons que du tourisme. La RDC vit de quoi? Alors aujourd'hui, si l'on devrait se poser cette question, parce que ça me taraude finalement l'esprit, est-ce que d'abord, au départ, le Congo est un pays touristique? Le Congo est un pays très, très potentiellement touristique. Il y a une nuance, il y a un décalage. On est dans un pays potentiellement touristique. Il faudra transformer les pays qui deviennent un pays touristique. Ça signifie quoi? Transformer le potentiel en richesse vraie. On ne peut pas être un pays touristique si nos aéroports n'ont pas de touristes. Tu connais un seul touriste qui est arrivé en Gilles, là, qui vient visiter le Congo aujourd'hui? Tu l'as vu? Mais comment on va le savoir? Merci. Nous avons des institutions, nous avons les RVA, et nous avons la DGM, nous avons l'ONT. Vous avez lu les statistiques? Est-ce qu'il y a une statistique au Congo qui mais pourquoi démontre? Il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de touristes qui viennent. Il n'y en a pas. Le peu qui viennent parce que les opérateurs touristiques ont les carnets d'adresses. Ils savent comment faire pour faire venir 200, 300, 400 touristes l'année. Mais les pouvoirs de l'État, parce que le tourisme ghanéen est organisé par l'État ghanéen. Et non les individus. Ce n'est pas les individus. Nous travaillons parce que l'État est absent dans ce secteur. On n'a même pas de loi dans ce secteur. On n'a qu'une seule loi que Joseph Kabila a laissée. Même les cadres légaux puissants, nous n'avons pas. Ce qui fait que quelqu'un peut ouvrir son restaurant en Passa, il vend les pains à 5 000 francs. Quand vous entrez au supermarché où vous achetez les jus à 2 000 francs, ça ne vous dit rien. Quand tu arrives au grand hôtel, tu achètes un sucre à 5 $, ça ne te dit rien. Où sont les normes? On est perdu. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Quelqu'un finit son pouvoir, il est général, il fait un site touristique. Vous allez là-bas pour manger un liboké, on facture 50 $ un liboké. Et vous payez. C'est de la folie. Allez dans les sites touristiques de l'Antille, en famille, tu vas sortir avec combien d'argent en poche? Tu pars avec 2-3 enfants, tu sortiras avec 400 $ que tu déposes là-bas. Pour rien. Et tu ne sauras même pas retourner. Alors, parce que les pays est complètement perdu dans ce secteur-là. Donc, ce n'est pas un pays touristique. Mais le pays a une grande valeur touristique. Nous sommes un pays, le plus beau pays en Afrique, c'est la RDC. Je vais te faire un petit syllogisme. L'Afrique, c'est le plus beau continent au monde. La RDC, c'est le plus beau pays en Afrique. Donc, la RDC, c'est le plus beau pays au monde. En termes de forêt,
le tourisme vert, les parcs, la flore, la faune, les lacs, le fleuve, les plages au Mwanda. Tourisme sportif, par exemple. Le tourisme sportif à organiser, parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Dans les événements sectoriels, le tourisme, on n'est pas encore, on ne réfléchit pas sur ça trop. Le président de la République devait normalement créer une entité qui organise les événementiels, qui réfléchit les événements que les pays doivent organiser. On ne peut pas se réveiller un matin comme ça, boum, on a la francophonie. Ça a été réfléchi par qui? Comment on fait ça? Ça nous coûte combien? On ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça, boum, ah non, écoute, tel vient, on fait ça. Non. On doit avoir un groupe, toute une société de l'État qui réfléchit sur les événementiels sectoriels au sport, à la culture. Parce que nous avons la valeur d'avoir une culture terrible. Avec tout ce que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo comme potentiel, est-il possible de développer ce secteur qui, du reste, est en train de patauger, si je peux me permettre? Oui, honnêtement, avec ce que nous avons comme potentiel, si nous décidons de nous mettre au travail maintenant, c'est facile à développer. Parce que le secteur a tout. Nous avons d'abord les territoires. Le territoire est beau, ça attire les gens tels que ça est. Parce que beaucoup de gens pensent malheureusement mal que pour faire le tourisme au Congo, on doit avoir des infrastructures de la taille de Dubaï. Non. Les gens, les touristes qui viennent en Afrique ne viennent jamais pour les immeubles. Ils en ont chez eux. Okay. Ils viennent pour la nature. Ils viennent pour les parcs. Ils viennent pour voir les bonobos. Ils viennent pour le fleuve Congo. Ils viennent pour les lacs. Et le fleuve Congo, c'est aussi un élément qu'on peut utiliser pour... C'est d'abord le site touristique le plus grand par excellence que Dieu nous a donné. Parce que les randonnées sur le fleuve, si tu fais 10 jours sur le fleuve dans un bateau, tu vas comprendre ce que Dieu nous a donné. C'est un site touristique par excellence. Okay. Nous avons tout ça comme attraction touristique. Nous avons l'argent dans les secteurs. Nous avons quelques millions de dollars dans les secteurs, les FPT. Parce que l'État congolais s'organise de cette manière. Quand vous logez à l'hôtel, vous laissez 4% de chaque nuitée. Quand vous mangez au restaurant, 4% de votre plat, c'est les FPT. Okay. L'ONT vient récupérer. Quand vous voyagez, les voyages routiers, vous payez $1 de FPT. Quand vous voyagez les voyages fluviaux, $1. Les voyages routiers, $1. Les voyages lacustres, $1. Quand vous prenez votre billet d'avion pour aller en France, à l'international, vous payez $50 dans les billets. J'ai une agence de voyage. Quand vous voyagez sur des plans domestiques, c'est local, Kinshasa, Mbujimen, Kinshasa, Katanga, $15, c'est les frais que l'État récupère pour promouvoir le tourisme. Cet argent-là existe, mais malheureusement, c'est devenu la fête des politiciens. C'est l'argent du ministère du tourisme, l'argent du cabinet du ministre du tourisme, l'argent de l'ONT. Personne ne peut toucher ça, personne ne peut régresser. Pourtant, la loi, les dispositions légales disent que cet argent, c'est l'argent pour financer la promotion du tourisme. C'est-à-dire, l'argent devait faire quoi? On prend des journalistes comme vous, vous filmez les sites touristiques, vous partez en France dans un salon du tourisme, parce qu'il y a beaucoup de salons dans le monde entier. Comprenez, n'est-ce pas? Vous montrez la RDC, vous montrez les bonobos, vous partez avec des experts qui expliquent au tour opérateur ce qu'est le Congo, et puis vous avez des arrivées. Alors, plus nous commençons avec un touriste, 2, 3, 4, 1 million, jusqu'à ce que nous devenons comme des pays qui peuvent recevoir 10 millions de touristes ou 15 millions. La RDC s'y commence maintenant, avec un bon ministre du tourisme qui maîtrise le secteur. On peut avoir dans une année 1 million d'arrivées à Kinshasa et à Lubumbashi, au Katanga. C'est un pays à couper le souffle. On a tout, mais il nous manque juste l'expertise, les savoirs agir, les savoir-faire. Nous partons à Madrid, dans le salon du tourisme. Avec qui? C'est le ministre qui va. Qui va avec des cadres de son cabinet, l'ONT avec des directeurs, le ministre provincial aussi avec son cabinet, et tous alors. Personne n'a un CV dans l'université du tourisme. Même si tu ne réponds pas à la question, on trouve les bonobos comment? Ils ne vont pas te répondre. Ils ne sont jamais arrivés avec un touriste là-bas. Ils ne vont jamais te répondre. Et alors, quel genre de personnes voulaient que
qu'elle puisse prendre la RDC a ses propres fils qui sont experts dans les secteurs, j'en connais beaucoup. D'autres ont évolué en France, moi-même je suis ici, au Congo il y en a qui... Moi je suis 20 ans dans les secteurs. Et je mène ces combats, je mène cet activisme pour qu'un jour les chefs de l'État comprennent que le secteur est un secteur très important. Et s'il ne comprend pas, c'est lui qui les remplacera en 2028 après 2028. Peut-être il comprendra, il écoutera mon appel. Je mène un activisme pour que les chefs d'État comprennent qu'il ne faut pas donner le secteur du tourisme aux politiciens. Donc, en vous entendant parler, vous voulez dire que c'est un secteur... Je n'ai rien à voir avec... Pardon? En vous entendant parler, vous voulez donner l'impression que c'est un secteur technique. C'est un secteur extrêmement technique. C'est un secteur technique. Lorsque vous êtes... Mouyembe, il est virologue. Il y a combien de virologues au monde? 8 virologues. Parce que vous avez milité politiquement, vous allez remplacer Mouyembe pour envoyer dans une réunion des virologues un certain Katumba, John, parce que je suis ami du chef de l'État. Non, on va me chasser dans la réunion. C'est une réunion technique des virologues. Ceux qui envoient les touristes, ce sont des tours opérateurs. Ils n'ont pas besoin de ministres. Ils ont besoin des guides touristiques. Ils ont besoin des connaisseurs. Je vais faire 10 jours à Kinshasa, je vais visiter quoi? Ah, 10 jours à Kinshasa, vous allez faire le fleuve, vous allez faire les bonobos, chute des Zongo, vous pouvez faire peut-être la plage de Mwanda. Et quand ils peuvent Mombolumene, et c'est organisé jour 1, jour 2, jour 3. Quelle qualité de véhicule il faut mettre? Qu'est-ce que vous, pour que la personne puisse vivre, pas de la payer son argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont les techniciens qui ont les réponses. Ce ne sont pas les politiciens. Ce n'est pas les partis politiques. Il n'y a pas les experts dans les partis politiques. Ceux qui ont milité politiquement, ils ont pris les secteurs pour eux. Ils ont fait une erreur grave. Ils ont bloqué tout un pays. Alors, les secteurs culturels pourraient être aussi un élément important pour finalement que le secteur touristique du Congo puisse prendre son envol. La culture, le tourisme et l'environnement marchent de pair. Il y a même d'autres pays qui ont rassemblé ça. Ils ont fait le même ministère. Ok. Vous comprenez? Parce que quand les gens viennent dans votre pays, ils viennent pour votre culture. La valeur culturelle de la RDC ne peut pas se comparer au Nigeria qui parle qu'ils ont des milliards de dollars. Nous, si on travaille, on aura combien de personnes qui voient justement pour venir participer à une répétition de Fali Ipupa? Des millions de gens vont se bousculer à l'aéroport de Ndjili là. Je cite que Fali parce qu'il a une renommée internationale. Les Kofi, ce sont des monuments. Vous comprenez? On a énormément de dons comme ça que Dieu nous a donné sur les plans culturels. Et ce n'est pas seulement ça, il y a aussi l'histoire. La culture, ce n'est pas seulement la musique. Tout à fait. Il y a l'art. Les statues que produisent les Kuba, les Showa. C'est l'originalité. Vous comprenez? Ce que produisent nos artisans naturels que Dieu a donné, juste l'intelligence de l'art. Ce que produisent maintenant nos jeunes qui ont étudié à l'Académie des Beaux-Arts. Des tableaux. Si on prend le marché des valeurs ici, qui est à Royal, on les transplante, on les dépose en plein centre Belgique, c'est des milliards de dollars. Ok. Je te l'ai dit. Mais regarde dans quel état puté le marché se trouve. Est-ce que finalement c'est l'homme congolais qui a un problème et non le pays qui en est un? Les problèmes, ce n'est pas seulement l'homme. Les problèmes, c'est l'expertise. En fait, il faut travailler avec ceux qui connaissent. Il faut savoir avec ceux qui connaissent. Ne donnez pas les pays cadeaux aux amis, aux politiciens. Travaillez sur les curricula, travaillez sur les CV, travaillez sur la méritocratie. Ça va aller. Nous avons des gens qui maîtrisent énormément la culture. Le Didier Moumengi là, ce sont des cerveaux. Des vrais cerveaux culturels du pays. À l'étranger, on les respecte, on les craint. Même nous autres ici au Congo, on nous voit comme ça, mais quand vous sortez du Congo, on vous respecte. On sait qui est ce métier-là, mais ici, on peut me bousculer. Mais vous avez insinué qu'on peut mélanger le tourisme et l'environnement. Comment est-ce possible? Le tourisme, l'environnement et la culture, c'est pas qu'il y ait un pas. Parce que l'environnement, c'est ça le territoire. Ah, ok. Vous comprenez? L'environnement, c'est le territoire. Et la culture, c'est le cerveau du territoire, la connaissance du territoire. Quand les gens viennent, ils apprennent quoi chez vous? Même la culture culinaire, la gastronomie, les savoir-faire des Casta 50 ethnies. On peut parler Pondu
différemment 400 fois. Les pondous de c'est le même pondou. Tété là, c'est pas comme les pondous de Louba. C'est le savoir, la culture. C'est ça, ce qui fait le tout du tourisme. J'étais étonné d'apprendre que le Maroc, en 2024, avait reçu plus de 19 millions de touristes. Est-ce que l'on peut penser pareil ici en pays démocratique du Congo? Est-ce possible? Pour l'instant, c'est pas possible. Si on en fait ça, on rêve. Mais si on commence à se mettre au travail maintenant, dans 5-6 ans, il y aura une renommée. Et puis nous pourrons espérer avoir des millions de touristes. Comment est-ce que les touristes deviennent un million? Quand le premier touriste arrive, la façon dont il est accueilli en Gilles, il n'est pas tracassé. La façon dont il est transporté jusqu'à son hôtel. La façon dont il dort à son hôtel. La façon dont il a mangé. Il a fait son séjour, il ressort du même hôtel. Il va dire à l'autre, il va dire aux autres. La réputation du pays. Quand vous tracassez un touriste à la porte d'Indjil, quand vous tracassez un étranger qui est venu même pour une mission, parce que ceux qui viennent au Congo viennent avec les visas touristiques. Les visas court séjour, c'est un visa touristique. Mais ce ne sont pas des touristes. Okay. Ce sont des Indiens, des Français qui viennent pour des missions, et normalement des gens qui viennent au Congo. À la Kinshasa, ils viennent, mais ce ne sont pas des touristes. Un touriste a un contrat avec un tour opérateur d'un séjour. Vous comprenez comment ça fonctionne? Et c'est ça. Si on parvient à mettre maintenant en place cette intelligence, le système du tourisme, on a les premiers touristes qui arrivent. La façon de les accueillir par l'agent de la DGM, la façon dont il sort de l'aéroport d'Indjili, la façon dont son premier taximan les reçoit, la façon dont il arrive, accueille à l'hôtel, ça fait réputation du pays. Et ça, c'est le travail de l'État, de travailler sur les normes et cette chaîne des valeurs en labellisant les circuits des touristes. Il passe par où, il verra quoi. Et quand il va ressortir, il va dire aux autres, ce qui fait que le Maroc, au jour d'aujourd'hui, c'est tous les jeunes Français qui veulent aller là-bas. Parce que le système est assis. Ici, ils sont listés parmi les pays qui vont organiser la Coupe du Monde de 2036, je crois. Mais quand vous avez un pays bien réputé, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais dites-nous, comment est-ce qu'on peut faire du tourisme dans un pays en guerre? Je vous ai dit ici que l'Ukraine est en guerre, et une guerre plus intense que la nôtre. Mais a réussi en 2024 ici. Plus de 2 millions de touristes. L'Ukraine. Prends ton téléphone, clique sur Google. Nombre de touristes arrivés en Ukraine. Tu verras le nombre. La Russie est un pays en guerre. Il reçoit des touristes. La RDC n'a pas seulement traversé son secteur du tourisme. Parce que même la guerre que nous sommes en train avec le Rwanda, pendant que nous sommes en guerre, les Rwandais reçoivent des touristes. Donc on ne doit pas avoir comme alibi la guerre qui mine la partie. Non, nous nous cachons derrière ce que l'ennemi veut de nous. L'ennemi veut que nous disions nous sommes un pays en guerre. Il veut nous mettre à genoux. Il veut nous mettre à genoux. Nous disons chaque jour, oui, nous sommes en guerre, nous ne pouvons rien faire. C'est faux. C'est faux. Nous sommes en guerre, oui. Mais la RDC, c'est un pays, un territoire immense. Immense. Est-ce que lorsque ça crépite à Rutshuru, ça interdit la maman qui est à Miabi d'aller au champ? Pas du tout. Pas du tout. Ça interdit quelqu'un d'aller visiter Mwanda? Que fait le ministre provincial du tourisme du Bas-Congo? Il devait prendre les circuits, se retrouver en France avec les tours opérateurs et les experts, et puis pap, les gens viennent à l'aéroport d'Indjili, ils sont dans les Bas-Congo. Que fait le ministre provincial du tourisme à Kinshasa? Parce que Kinshasa n'est pas en guerre, mais c'est une attraction touristique. Le fleuve est une attraction touristique. Tu as vu les touristes là-bas sur le fleuve? Tu as vu un seul touriste sur le fleuve Congo? Les bonobos sont ici. Les ministres du tourisme dans les Maïndombe, les ministres du tourisme dans les Katanga, les Lualaba. Il y a même un train qui passe par le Lualaba, mais ça ne descend pas au Lualaba. Ça passe seulement avec des touristes. Un train. La RDC ne peut pas recevoir ces touristes-là, il faut même un séjour, il passe au Lualaba, les trains de touristes, les plus longs trains. Que fait le ministre provincial du tourisme au Lualaba? Est-ce qu'il a des projets communautaires? Là est la question. On a négligé notre secteur, on a posté des politiciens là-dessus. C'est fini, ils bouffent l'argent, la redevance qu'il y a. Mais ils ne font pas un effort de faire arriver un touriste. C'est ça l'erreur.
quand même on dit non, le pays est en guerre. Le pays est en guerre, oui. La RDC, comme d'autres pays au monde, aura toujours des problèmes d'insécurité jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Ceux qui vous disent que la paix viendra, oui, il y aura la paix. Mais si vous ne travaillez pas sur la sécurité, si vous n'avez pas une armée, on aura toujours les mêmes problèmes. Il n'y a pas un pays au monde qui a la paix de Jérusalem céleste, Ben. Ça n'existe pas. Il n'y en aura pas. Même en France, pour marcher, c'est à faire attention. Il y a toujours des gangs, il y a par-ci, par-là. On te vole le téléphone en plein Paris. C'est l'insécurité. Vous comprenez? Tous les pays travaillent pour leur secteur. Donc la guerre n'est pas une excuse. Ça ne peut même pas être une excuse. Quand c'est mal vendu. Lors de la tempête, ça s'appelle quoi, tempête arabe, lorsqu'il y avait les jeunes... Les printemps arabes, lorsque les jeunes ont commencé à manifester. Qu'est-ce que les États ont fait? Ils ont pris les photos des manifestations. Les blessés et les morts. Ils ont amené dans les salons du tourisme. Pour montrer aux gens, voici notre valeur, nous avons lutté contre les anti-valeurs. Ils ont donné la valeur aux manifestations et ça a perpétré le tourisme. Mais c'était une insécurité. C'était une insécurité. Quand vous êtes au Rwanda, vous visitez les holocaustes, on vous montre des crânes. Les crânes sont des morts. C'est une insécurité. Mais ils en font un marché. Ils te reçoivent jusqu'à 4 millions de touristes. Donc c'est la créativité. C'est ces cerveaux-là qui savent quoi faire, qui manquent chez nous à des postes politiques et techniques. Alors, que faire finalement pour renverser la tendance? La balle est au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, toujours chez les chefs de l'État. Nous les demandons jour et nuit, nous pensons qu'il écoute son peuple, il suit les émissions ou ses collaborateurs, de prendre le secteur du tourisme à bras le corps. Le chef a dit dans beaucoup de discours que je vais développer le secteur du tourisme. Nous l'avons suivi. Mais on voit le deuxième mandat en train de s'entamer. Il n'y a toujours pas un touriste qui vient à l'aéroport d'Engil. C'est question de faire un sursaut patriotique. Avec ce qu'on voit, l'arrivée des partenariats américains, le tourisme reste la clé. Vous avez vu dans les dossiers, il parle des signatures sur les principes. Ils ont parlé des parcs au pluriel. Les parcs, c'est le tourisme. Je ne sais pas si vous comprenez. La collaboration, la coopération dans la gestion des parcs, c'est mentionné. En lettres, les parcs, c'est le tourisme. Le Rwanda, ce qu'il fait de ces parcs, vous n'allez pas croire. Il a un parc qu'on appelle le parc des volcans. Le parc des volcans, c'est la suite de notre parc de Virunga. Des gorilles des montagnes ont fui la RDC, fouillant les cryptements des bases retrouvés là-bas. Le Rwanda te rentabilise par visite 1200 € pendant 1 heure. Par visite, j'ai dit. Mais peut te recevoir pour les gorilles uniquement plus de 4 millions de touristes qui viennent chaque année. Vous comprenez? Quand on va co-gérer avec le Rwanda ces parcs, quelle sera la décadence pour nous Congolais et les Rwandais qui ont tellement une forte expertise dans le secteur du tourisme? Donc, il faut réveiller la pente. Aussi dans ces discussions-là, les discussions pour faire maintenant l'accord de paix, comme les parcs sont cités, on implique les intelligences congolaises sur le tourisme. Sinon, on perdra ces pays. Et aussi, on s'étonne. On voit qu'on parle des parcs au pluriel, alors que nous et le Rwanda, on n'a qu'un seul parc frontalier. Le parc de Virunga. Oui, qui est le parc de Virunga. Ce n'est pas le parc de... Parce que le parc de Virunga en soi, c'est 8000 km². Quand on les met, on les superpose au Rwanda, il entre 3 fois au Rwanda. Donc le Rwanda, c'est 29 000 km². Le parc de Virunga, lui seul, ça fait 3 fois le Rwanda. Les parcs. Vous comprenez? Maintenant, quand on parle des parcs au pluriel, on parle de quoi? On parle aussi de Salonga. Salonga. Est-ce qu'on parle aussi de Maïko? On doit savoir ce que les Américains veulent. Et les Rwandais, on doit savoir. On parle d'autres parcs qui est aussi à Mwanda ici, les parcs des... C'est quoi? Des mangroves. Des mangroves. Au parc de Lou, on a cité le parc de Lupemba, dans les Katanga profonds là-bas. Où on cite de 63 réserves aussi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il faut que les chefs de l'État se réveillent. Les enjeux sont les enjeux environnementaux aujourd'hui. Les vrais pétroles verts, c'est le tourisme. Il doit avoir dans son cabinet un conseiller en matière de tourisme. Si pas, il doit exiger des résultats des expertises au niveau du gouvernement. Mais nous avons déjà un ministre du tourisme. Le ministre du tourisme,
En tout cas, je n'aime pas... Peut-être les gens... C'est l'aspect politique. Oui, les gens perçoivent mal mon intervention quand je parle, le fait que les ministres du tourisme au pluriel sortent des partis politiques. Ils viennent trouver sur place, les choses sont déjà faites, les carottes sont cuites. Et avec le temps, ils profitent pour les ordres de mission, ils font les résultats, la redevabilité, ça ne les concerne pas. Comprenez? La majorité des ministres que j'ai vus au ministère du Tourisme, depuis, je suis 20 ans dans le secteur, j'ai rencontré plus de 5 ministres. Et puis quand ils quittent les ministères, ils deviennent quoi? Là est la question. Modero Simba était là. Modero Simba est devenu quoi? Après le ministère du Tourisme. Yves Mboukoul, il est devenu quoi? Après le ministère du Tourisme. Vous comprenez? Et l'actuel ministre, quand il va sortir de ce ministère-là, il deviendra quoi dans le secteur du tourisme? Il va porter quoi dans le secteur du tourisme? Oh, naturellement, il pouvait rester comme un consultant. Logiquement. Mais pour parvenir à faire la consultance du tourisme, il faut beaucoup d'études. Il faut énormément d'études. Vous ne pouvez pas vous rêver comme ça, consultance, vous faites une consultance en tourisme. Ce n'est pas des papiers, c'est une intelligence énorme. C'est un système international qui s'apprend aux universités. La France a 14 universités du tourisme. 14. Vous comprenez? Donc, si le chef de l'État ne prend pas à bras le corps le secteur, parce que c'est lui maintenant le dirigeant du pays, le premier, on sera oublié. On aura des émissaires qui viennent ici demander notre main pour être élus. On aura les Rwandais qui vont chercher à co-gérer nos parcs. On aura tout sauf nous-mêmes. Alors, la France en a 14. Et la RDC en a combien déjà en termes? 0 université du tourisme. On a quelques écoles de l'hôtellerie et autres, à l'ISP, ce n'est pas les universités du tourisme. Moi, j'ai fait l'économie du tourisme aux Indes. Mumbai. C'est-à-dire l'université entière consacrée au tourisme. tourisme. Une université du tourisme. Ah, ok. Vous comprenez? Ici, on n'en a pas. On a une école Katanga qui forme un peu, mais on n'a rien. On doit parvenir à ça aussi. Et nous, notre lobby est de soulever ce secteur, prendre les jeunes congolais, les former, parce que le pays est immense, on doit avoir des guides partout. Quand on parle de l'emploi du tourisme, la RDCP emploie plus de 600 000. Actuellement, c'est 800 000. 800 000 personnels du tourisme. D'abord, c'est l'emploi le plus stable au monde, c'est dans le tourisme. Le plus stable, qui a beaucoup de revenus dans le secteur du tourisme. Mais nous, c'est complètement oublié, abandonné, rejeté. Ce n'est pas dans les débats, dans les salons, dans les grands salons, on n'en parle pas. Fini, enterré. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi tout est noir? Vous êtes déjà arrivé d'être consulté, par exemple, par une autorité, un ministre, et j'en passe. Des fois, j'ai été consulté, on a mené quelques actions. Avec des ministres passés, quelques actions, mais si souvent, nous sommes hérités au niveau de la vision. Ah, ok. La vision n'est pas la même. La vision n'est pas la même. Moi, avec l'actuel ministre du Tourisme, on a fait une réunion. Vous comprenez, n'est-ce pas? On devait continuer à collaborer. Mais déjà, vous pouvez comprendre que les cabinets remplis avec des politiciens qui viennent du parti des... il s'appelle comment? Le parti des Matoumouna, c'est ça? Laurent Batoumouna. Laurent Batoumouna. MSC. Voilà, c'est eux qui recommandent les personnels. Bon, vous, maintenant, vous allez vous asseoir là pour discuter avec quoi? De quoi avec les gens qui viennent apprendre sur place. Ils viennent apprendre sur l'État. Sur place. Ils ont organisé la politique nationale du tourisme. Ça a impacté quoi dans le secteur? Il fallait que la première ministre signe, je ne sais pas, un décret, un document pour que la politique du tourisme soit implémentée dans d'autres ministères. Il y avait aussi des journées portes ouvertes. J'arrive, ils ont créé la Semaine nationale du tourisme, la Semaine congolaise du tourisme. C'était la 4e édition. Qu'a fait la première édition avec Modero Simba? Les retombées. Quelles sont les retombées? Est-ce qu'on a vu un touriste qui est venu parce que les Congolais ont dépensé énormément de l'argent dans leur Semaine congolaise du tourisme? Ça, c'est la 4e édition. 0. Au jour d'aujourd'hui, je vois, ils préparent le festival musique et tourisme avec l'ONU Tourisme. Mais ça sera encore une fête des administratifs du tourisme. Quand vous amenez un ministre zambien du tourisme au Congo, quel est l'impact? Quand vous amenez même le chef de l'ONU Tourisme, le numéro 1, s'il vient ici, est-ce que lui a le rôle d'amener les touristes? Non. On est hérité au niveau de la vision. Il faut asseoir les intelligences, il faut rencontrer les intelligences pour avoir les résultats.
Nous, notre vision, c'est de faire des arrivées des touristes. Et ce n'est pas l'air dada. D'autant plus qu'ils ne sont pas du voilà, domaine. touristes AYT, Ils seront payés à la fin. l'ONT va fonctionner, ils seront payés. Les ministères vont fonctionner à la fin du mois, l'État va payer. Et les salaires du ministre et les personnels, ils auront là. Ils ont les carburants, ils fonctionnent. Ils ont des missions, ils voyagent. Et l'eau coule sous le pont. Que les touristes arrivent en Djili ou pas, ce n'est pas leur problème. Ils ne sont pas redevables, ils ne travaillent pas sur les résultats. Mais moi, je suis un privé. Si je n'ai pas de touristes qui arrivent, je vais fermer mon agence. Donc moi, je dois travailler sur les résultats, sur les retombées. Axé sur les résultats. Voilà. Alors, avec notre carnet d'adresses, on les a dit, on va fusionner les carnets d'adresses. Vous, avec les moyens de l'État, nous, avec notre technique, hein, on va aller ensemble. Mais ça n'a jamais marché. Ça ne marche pas. Alors, une dernière question. Avec les embouteillages qui minent la mégalopole Kinshasa, est-il possible également, et les infrastructures qui sont du reste vétustes, que l'on puisse recevoir aussi des touristes? Bon, même les embouteillages, c'est une attraction touristique. Hein? Ah oui, c'est aussi une attraction touristique. Ça dépend de la manière dont vous le vendez. En tourisme, tout est attractif. Vous comprenez? Mais seulement, les embouteillages en RDC, ça vend mal l'image du pays. Il faut travailler pour élaguer ça. Parce que la première chose, c'est quoi? On ne travaille pas les consciences. L'éducation, d'abord l'éducation à l'environnement routier. Tu gares partout. Où tu veux. C'est pas normal. Si tu prends les bandes sens unique, c'est pas normal. Il faut que l'État s'élève. Quand on voit Kinshasa, quand on regarde Kinshasa des deux yeux comme ça. C'est le bureau du pays et ça fait très mal aux Quand on regarde Kinshasa des deux yeux, tout le monde peut voir que c'est une ville qui est dirigée sans intelligence, sans cerveau. Tout le monde peut voir ça. À l'arrivée seulement comme ça, le chef d'État reçoit des émissaires qui viennent. Les Américains vont commencer à venir ici beaucoup. On a entendu que Bill Clinton aussi arrive. Quand tu regardes seulement la ville de tes deux yeux, tu vois qu'il y a tout sauf le cerveau et l'intelligence. Ça, c'est pas bon pour l'image du pays. On s'est fait insulter. On a l'impression que toi, tu n'as jamais étudié, moi, je n'ai jamais étudié. Vous comprenez? Donc, c'est ça. John Katumba, il y a tellement à dire, mais nous sommes court-circuités par ce qu'on appelle le temps. Parce que la télé, c'est le temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et quant à moi, je vous dis également merci. Et nous allons vous revenir incessamment sous peu pour que finalement, qu'on puisse terminer. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Derrière la caméra, c'était Paty Mbouzi et Ange Kass a été à la manœuvre pour que nous puissions finalement arriver chez vous. Sans oublier, bien sûr, Amiel Moulofa. Je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.